Chers compatriotes, ensemble, nous allons éradiquer rapidement et complètement la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo, mais si et seulement si nous respectons à la loupe les mesures barrières telles que prônées par le gouvernement national. Dans ce nouveau numéro de Tous contre un. Merci de nous suivre depuis les cités universitaires ce matin. Mesdames et messieurs, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons faire le point, comme d'habitude, sur l'évolution du Covid-19 dans le monde et dans notre pays. Passion Baraka va devoir nous proposer ce journal de Covid-19 et toujours dans le point, mesdames et messieurs, nous allons parler avec un médecin sur ces plateaux, le docteur Olivier Djamala, qui est déjà avec nous. Avec lui, nous allons parler de changement de saison. Quelles sont les maladies que les gens peuvent contracter pendant cette période? Et il va devoir nous donner les précautions, comment vivre pendant cette période pour éviter toutes ces maladies. Mesdames et messieurs, dans le changement aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a une probable reprise de cours très bientôt. On va en parler avec King Lopez Canida. Le micro de Malaika Télévision était sur le terrain pour prendre l'avis de parents. Les parents pensent, qu'est-ce qu'ils pensent sur cette probable reprise de cours? Voilà, j'y arrive. Alors, nous allons en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue et prenez une bonne position parce que la bonne chose, c'est dans cette émission. Tous contre un, c'est l'actualité générale. Tous contre un, c'est la lutte contre le Covid, la Covid-19. On arrive, voilà, on va s'habituer, comme je l'ai dit hier, l'Académie française nous a mis un autre article sur la langue. Nous allons nous habituer petit à petit. J'ai l'honneur de vous présenter l'équipe qui m'accompagne ce matin sur ces plateaux. Passion Baraka est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour à vous, Hervé le principal. Bonjour à tous les téléspectateurs de Malaika Télévision qui nous regardent. King Lopez Canida, il est de la partie, il va nous amener dans la rubrique Le Changement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour à tous les téléspectateurs de Malaika Télévision, à l'instant branchés sur la meilleure des télés. Le docteur Djamala Olivier est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue docteur. Merci, bonjour Hervé, bonjour à tous. Vous allez bien? Tout va bien. Merci de répondre à notre invitation. Alors très rapidement, le point après cette transition. Passion Baraka, le journal du Covid-19. Ah oui, c'est ce qui serait important d'amorcer déjà ce matin. Dans ces dernières statistiques que nous est présentées par l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, d'après le bulletin du comité, on va y aller rapidement dans ces tableaux que je vous propose à l'instant. D'après le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre la lutte contre le coronavirus à l'RDC, publié le lundi 18 mai 1537 cas confirmés ont été enregistrés depuis les débuts de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020. Au total, il y a eu 61 décès, dont nous avons 60 cas confirmés, un cas probable et 272 personnes guéries, 407 cas suspects en cours d'investigation, 83 nouveaux cas confirmés, dont 66 à Kinshasa, du côté Congo central et 7 au nord Kivu. 2 nouvelles personnes sont sorties guéries. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. 1035 patients en bonne évolution. Les 7 provinces touchées. Kinshasa avec 1422 cas confirmés. Congo central 82 cas. Au Katanga 11 cas. Nord Kivu 15 cas. Sud Kivu 4 cas. Ituri 2 cas. Et Kwilu 1 cas. C'est donc la situation générale au niveau de la République démocratique du Congo. Pour les États-Unis d'Amérique, nous avons 1550 294 cas de contamination
contamination. 1 million, oh là là, 1 550 294 cas de contamination, 356 383, c'est le nombre de guéris, 91 981. Les décès recensés, l'Espagne compte 27 709, c'est le nombre de décès, 196 958 le nombre de guéris, alors que du côté des contaminations, nous avons 278 188. L'Italie compte 225 886 le nombre de contaminations, 127 326 le nombre de personnes récupérées. En 2007, c'est le nombre des décès. La France compte 28 293 le nombre de décès, 61 728 le nombre de personnes récupérées, 179 927 les cas de contamination. La Chine a ajouté 6 cas hier déjà, 82 960, ce qui fait la totalité, 78 241 le nombre de personnes récupérées, 4 636 le nombre de décès, alors que l'Égypte compte 645 le nombre de décès. La République sud-africaine compte 286 décès. Du côté des contaminations, nous avons 16 433 et dans la phase évidemment de personnes qu'on a récupérées, 7 298, et du côté de l'Égypte, nous avons 3 440 le nombre de personnes guéries de Covid-19, alors que du côté des contaminations, nous avons 12 764 personnes contaminées par Covid-19. C'est donc la situation générale. On va y aller très rapidement du côté de l'Italie, où la basilique a été ouverte au public, et même les Saint-Pierre a même présidé une messe. On va regarder dans ces images. 200 personnes à la fois, c'est peu dans une église qui compte 6000 places assises. Oubliez les touristes amateurs d'art, toute la journée ce sont plutôt des catholiques pratiquants qui se sont succédés. La basilique Saint-Pierre est à nouveau ouverte, entrouverte plus exactement. La procédure pour entrer inclut un contrôle strict, avec grande distance entre chacun, et même prise de température. Mais pour ces Italiens, revenir à Saint-Pierre était comme une évidence. C'est une grande joie. Nous nous sommes tout de suite organisés pour venir avec presque des larmes de joie venues du cœur. Ils auraient dû laisser les églises ouvertes comme un lieu de nécessité pour l'esprit. Après tout, ils ont bien maintenu les supermarchés pour la nourriture. Ce week-end, la basilique avait été nettoyée de fond en comble. Une mesure avant tout symbolique, on ne voit pas bien quel virus a pu rester ici pendant les 2 mois de fermeture. Et ce matin, le pape François a célébré la première messe publique de cette nouvelle période, devant la tombe de Jean-Paul II qui aurait eu 100 ans aujourd'hui même. Toutes les églises d'Italie ont repris leurs activités. Mais dans chaque paroisse, les prêtres doivent prendre un certain nombre de mesures. Il faut 1 mètre frontal et latéral entre les personnes. Dans un pays imprégné de culture catholique comme l'Italie, cette journée était très attendue. Mais pour d'autres, le signe positif, c'est la réouverture des cafés et restaurants, où l'on peut désormais s'asseoir en terrasse, avec parfois ces étranges plexiglas. Pour l'instant, un établissement sur 4 est ouvert, d'autres préfèrent attendre l'ouverture des frontières, annoncée pour lundi 3 juin dans toute l'Italie. C'est donc la situation du côté de l'Italie. Déjà, Saint-Pierre a présidé la première messe, très attendue d'ailleurs. Après 2 mois de fermeture, ça n'a pas été vraiment facile pour les chrétiens. Je crois que c'est toujours la même impression. On devrait plutôt laisser les églises ouvertes pour permettre à ce que les chrétiens puissent d'habitude prier, implorer la miséricorde de Dieu. C'est ce qui a été aussi constaté de ces côtés-là. On va y aller rapidement aussi en France. Comment ça se passe lorsque un patient guérit de coronavirus et la marche vers la guérison, comment on arrive évidemment à les récupérer? C'est dans ces images que je vous propose à l'instant. Ça fait bizarre. Bah ouais, les premiers escaliers. Trop essoufflé, quelques pas pas plus, après 15 jours de rééducation et près de 3 semaines dans le coma. Allez, donnez les mains. Allez, on retourne au siège. D'accord. Il y a 8 jours, je pourrais pas le faire. Mais je pense que
avec Manu là, qui m'encourage. Je fais des efforts tous les jours et je suis surpris de pouvoir remarcher. Difficile de retrouver des forces avec des muscles affaiblis après plusieurs semaines alitées à l'hôpital. À cela s'ajoutent les séquelles du virus qui compliquent davantage la rééducation. On a fait combien hier? 10 minutes? 10 minutes. Là, je pense pas qu'on va se faire 10 minutes. Avec tous les efforts que vous avez fait avant, je pense que ça va être un peu on va arrêter, On fait en fonction des patients, on fait en fonction de ce qu'ils sont capables de faire le jour. Et on essaye d'anticiper et d'avoir peut-être un recul sur une semaine, mais je pense que pour l'instant, on est incapable de faire mieux. Et encore, dans une semaine, on ne sait pas s'il y a une détérioration qui peut se créer, on sait pas. Des muscles qu'il faut renforcer avec un système respiratoire encore fragile pour les patients. Chaque geste nécessite une bouteille d'oxygène. On voit bien qu'au début, se lever, aller faire sa toilette, les patients sont essoufflés. Par exemple, ce patient, il est arrivé, il avait toujours de l'oxygène. Donc on poursuit l'oxygénothérapie. On va essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres causes qui puissent créer un besoin comme ça en oxygène qui se surajoute. Ici, 10 patients atteints du coronavirus sont accueillis dans ce centre de rééducation. Une rééducation qui va au-delà des problèmes physiques. Il y a aussi les maux psychologiques. Se retrouver paralysé et alité plus d'une semaine, impensable pour ce septuagénaire passionné de randonnée. Pourtant, c'est bien ce qui lui est arrivé le mois dernier. Quelques jours après avoir contracté le virus, Camille Fréna passe 9 jours en réanimation et est plongé dans le coma. Parfait, impeccable. Ça a été très dur, parce que je me suis battu, c'était très douloureux, c'était une épreuve épouvantable, très difficile. Il y a le côté un peu d'avoir survécu à l'épisode du Covid, donc c'est des choses qu'il faut aborder effectivement aussi avec le patient, de voir comment ils le vivent, quel est le ressenti qu'ils ont et comment ils se projettent pour le futur. Après la réanimation, tous ici ont le même objectif, gagner leur combat en rééducation et ainsi tourner la page du coronavirus. C'est pénible, et surtout que ce sont des vieilles personnes, ce sont des corps déjà affaiblis, on comprend. Ah oui, on comprend certainement que ce sont des personnes qui sont à haut risque, surtout face à la Covid-19, qui est une maladie qui fragilise en tout cas toutes ces personnes qui sont âgées énormément. Mais c'est quand même important d'avoir aussi ces centres au niveau de la RDC. Ça pourrait aussi permettre à toutes ces personnes qui sont plus âgées une prise en charge appropriée pour leur permettre encore davantage à réintégrer la société. C'est vrai, après avoir été abattu par cette maladie, on a besoin forcément d'un psychologue, d'un thérapeute pour essayer de revenir de nouveau la marche vers la guérison et s'intégrer facilement en bonne santé. Voilà, docteur, est-ce que c'est la même démarche qui doit être faite chez tous les patients guéris du corona ou on estime que ce sont les personnes les plus âgées qui doivent être accompagnées de cette manière? C'est plus les personnes âgées. D'ailleurs, ce sont les plus vulnérables. C'est vraiment elles les plus vulnérables, c'est vraiment elles qui ont besoin de cette rééducation-là. Ok. Voilà, directement avec vous, nous allons parler de ces sujets que nous avons prévus aujourd'hui, de maladies qui accompagnent au moment de changement de saison. Vous le savez, nous sommes pendant la saison sèche, la saison de pluie a pris fin depuis avril. Nous sommes déjà dans la saison sèche, ça s'est fait sentir. La poussière, le froid partout à Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. Alors docteur, dites-nous comment un changement de saison peut-il amener de maladies? Merci beaucoup. C'est plus ici chez nous, parce que nous sommes passés de la saison de pluie, où il faisait chaud, et même très chaud, vers la saison sèche, où il va maintenant faire froid. Et déjà aujourd'hui, vous voyez qu'il fait très froid. Très froid. Et quand il fait très froid, il y a beaucoup de maladies virales et respiratoires qui s'annoncent. Donc c'est plus le virus respiratoire qui seront mis en vogue. Étant donné que pendant qu'il fait froid, l'organisme a une baisse relative des défenses. C'est pourquoi vous verrez que pendant cette période, il y a beaucoup de grippes, il y a beaucoup de rhumes, il y a beaucoup d'angines, il y a beaucoup de maladies qui toussent, il y a beaucoup de toux, des pneumonies, des bronchiolites. Donc, il y a beaucoup de maladies de la voie respiratoire qui
qui sont liées au virus. Et l'honoré a appris que le coronavirus se comporte très bien pendant cette période de froid. Oui, les grippes qui ont existé par le passé, le coronavirus était déjà là. Ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-19, c'est une abréviation. Ça signifie CO, c'est corona, V, c'est virus, D, là, c'est disease. Donc, c'est la maladie en anglais. Okay. C'est la maladie à coronavirus 19, donc c'est la souche 2019 qui est une souche qui a migré, qui a connu des mutations, qui est devenue virulente, qui est devenue plus mortelle que les autres souches antérieures. Donc, les coronavirus ont toujours été là, ont toujours été responsables de beaucoup de grippes et de rhumes qu'on connaissait, qui étaient banales. Mais celle qui tue aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est mutée, elle s'est transformée, est devenue plus résistante et elle tue facilement que celle d'antan. Alors, comment nous pouvons nous comporter pendant cette période? Des choses d'abord, c'est de s'habiller chaud, n'est-ce pas? Et surtout les enfants et les personnes âgées. Donc il faut avoir un bonnet, mettre des gants et s'habiller chaud. Et éviter les boissons glacées, genre la glace, la crème ou autre. Et s'alimenter sain. La fois passée, on était ici, on a parlé des aliments qu'il fallait prendre pendant cette période. Donc on va réitérer ça. C'est prendre beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, hein, certaines épices, genre le persil, les piments. Voilà, manger certains champignons qui apportent, qui renforcent l'immunité. Et surtout les fruits qui contiennent la vitamine C. Voilà, genre les citrons, l'orange, les ananas et aussi du miel. Ça renforce l'immunité. Et déjà que vous dites que le corona se comporte très bien, et pendant cette période, il y a des gens qui ont la toux, les rhumes. On nous signale que ce sont les symptômes qui accompagnent ces coronavirus. Est-ce que les gens ne seront pas dans la confusion? Ils seront habitués à leur toux de tous les temps, ou ça pourrait créer des problèmes parce qu'on voit ça et là où il y a des tests où on peut vous faire. Est-ce que ça ne pourra pas augmenter le faux cas de coronavirus? Mieux vaut avoir un faux cas, n'est-ce pas? Mieux vaut être alerté pour un rien que laisser passer un cas réel. Parce que c'est une maladie, c'est une pandémie, c'est une maladie qui est mortelle, qui tue. On a donné les signes, on le répète chaque jour. Vous avez la toux, vous avez de la fièvre, vous avez du mal à respirer. On me dit, alertez, appelez votre médecin. Il va descendre sur place et il va penser que vous faites peut-être d'abord c'est déjà une infection respiratoire. Est-ce que c'est à Covid-19 ou pas? C'est les prélèvements qu'on va faire, qui va nous dire, qui va nous orienter. Et si vous avez la maladie, vous vous cachez, vous vous taisez, vous restez contaminé votre environnement et la maladie ne va qu'aller vers l'avant. Nous voulons que cette maladie cesse, que les écoles reprennent, que les activités reprennent. Aujourd'hui, tout est paralysé, les églises sont fermées, les écoles sont fermées, les terrasses, tout est fermé. Les gens sont bloqués, les enfants ne vont plus à l'école. C'est un frein au développement, ça doit prendre fin. Donc, ça en est une attitude responsable. C'est-à-dire, vous avez des signes comme ça, appelez votre médecin, il va descendre sur il y a une équipe, il y a des numéros que vous balancez chaque jour ici, il va descendre, va faire un prélèvement, et on vous dira, non, c'est une toux banale ou c'est une toux suspecte. N'est-ce pas? C'est une fièvre banale ou c'est une fièvre suspecte. C'est un période d'épidémie. Donc tout signe, c'est un signe d'alerte. Alors, qui sont le plus exposés? Quel âge qui est plus exposé à des maladies pendant la période de froid? Ce sont les enfants, les moins de 5 ans, qui sont les plus exposés, et les vieilles personnes, les vieillards. Parce que chez les enfants, l'immunité n'est pas encore totalement installée. Tandis que chez les vieillards, l'immunité s'affaiblit. Parce qu'il y a le vieillissement de tous les organes, de tous les systèmes. Ce qui fait que les vieilles personnes ont déjà un système immunitaire qui est déficient. Et c'est pourquoi on dit que c'est les personnes les plus sensibles, les plus fragiles, qu'on doit absolument protéger. Voilà, qu'on doit beaucoup plus protéger. Les personnes sensibles sont les enfants et les vieilles personnes. King Lopez Canina, il fait déjà froid à Lubumbashi et les gens ont besoin de cette protection, de cette nouvelle façon de vivre. Alors, les docteurs est là, vous avez quelques questions pour lui? Oui, ça ne va pas manquer. Déjà parce que nous avons appris à faire avec depuis 2 mois déjà. On nous a demandé de rester à la maison, on nous a demandé de nous comporter d'une certaine manière. Docteur, est-ce que quand les gens qui sont habitués à prendre des douches froides chaque matin, là, ils sont exposés au coronavirus?
Bon, le coronavirus n'est pas transmis par l'eau froide. Le coronavirus, on a donné les moyens de contamination. Okay. Il faut d'abord qu'il y ait une personne contaminée, que vous soyez à moins d'un mètre avec elle. Si la personne tousse, vous avez moins d'être, les gouttelettes vont vous contaminer. Si vous touchez un objet qui a été, n'est-ce pas, souillé par une personne infectée, vous voyez, par exemple, le bureau ici, le micro, la tablette d'ordinateur, les claviers et tout ça, et que vous amenez votre main aux yeux, aux narines ou à la bouche, vous vous contaminez. Donc ce n'est pas par l'eau, à moins que l'eau soit contaminée. Est-ce que le virus en question peut être dans l'homme? Une personne peut être contaminée, mais le virus finit par mourir, parce qu'on en entend des histoires. Là, une personne qui a fait 10 jours, 15 jours, après on vient tester la personne sans traitement, non, on a été malade. Effectivement, oui. Dans l'évolution normale, le virus c'est un être vivant. Chaque être vivant a une durée de vie. Même l'homme a une durée de vie. Le virus a une durée de vie. D'ailleurs, on dit même qu'au bout de 14 jours, s'il n'y a pas de nouvelles infections, le virus peut disparaître. C'est pourquoi quand il y a des cas suspects ou il y a des cas contacts, on le met en isolement pendant 14 jours. C'est pour voir si le virus va se multiplier. Et même les personnes qui sont guéries, on laisse encore 14 jours. C'est pour qu'ils soient en mesure d'éliminer totalement le virus. Ah, donc, c'est pourquoi il y a des gens qui se plaignent. Non, je suis à l'hôpital ici, à pas empêcher d'avoir. Non, tu n'es pas. C'est pas tout le monde qu'on doit avoir qui doit être sous respirateur. Ah, ok. Pour être sous respirateur, il faut avoir une dyspnée, il faut avoir une difficulté à respirer. Voilà. Il y a des malades qui sont positifs mais qui ont des signes bénins. Juste un peu d'aspirine, des vitamines C. Et on l'observe pendant au moins 2 semaines, le temps qu'il a mis le virus. Donc c'est pas aussi mystique. C'est pas aussi mystique. On dit, voilà, on a vu les gens là-bas à la télévision, au lieu qu'ils demandent les médicaments, ils demandent la nourriture au président. Non, ça dit que ce sont des gens qui sont en observation, ils sont en bonne évolution. Alors on leur accorde 14 jours, le temps qu'ils éliminent totalement les virus qui s'étaient gardés. Ah, très bien. Passion Baraka. Bon, en fait, peut-être parler une question en rapport avec... ça fait partie des coutumes d'habitude. Hein. On dit il faut combattre le froid par le froid. Est-ce que c'est important de pratiquer cela pendant ces temps? Quand il fait froid extrêmement, on se lave de l'eau froide, en tout cas. On ne s'expose pas aux maladies, ou bien il faudrait qu'on prenne de l'eau chauffée un peu? L'idée, c'est l'eau à température ambiante. Moi, je pense que je vois sur Malaïque ici montrer les matchs en Europe. Quand les joueurs sont en hiver, vous voyez les joueurs qui sont au bas des réserves, comment ils sont? Ils ont les gants, n'est-ce pas? Ils ont des couvertures chaudes. Je ne vois pas comment on a de mettre sous climatiseur, ces joueurs-là. Et donc, ils sont protégés contre le froid. Combattre il faut pas le froid. Vous n'avez pas quand même demandé quelqu'un qui a le rhume de prendre une glace, c'est contre-indiqué. Vous aurez des mal à la gorge, vous aurez des angines, vous aurez tout ça. On peut prendre un bain à température ambiante, après s'être réchauffé. Vous êtes réveillé, vous avez fait un peu de gymnastique, vous transpirez un petit peu, vous pouvez prendre un bain, mais pas prendre l'eau qui vient du congélateur et vous ne voulez pas ce qu'il faut prendre pour le froid. Vous allez avoir le maladie des rayons, vous aurez des brûlures, n'est-ce pas? Les froids brûlent aussi, vous aurez des brûlures. Mettez votre main au congélateur, vous allez vous brûler. Voilà, alors je pense que le message il est très clair pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Surtout, chers parents, il faut bien prendre soin de vos enfants pendant cette période. Ils sont le plus exposés au froid et à des maladies qui viennent pendant cette période de la saison sèche à ne pas négliger. Alors, docteur, un message très direct et global pour tous ceux qui vous suivent à propos de ces sujets. Alors, chers parents, chers tous, là on est en période bien froide. Nos enfants, nos grands-parents, ils sont très vulnérables, ils sont très fragiles. Ils sont exposés à faire beaucoup de maladies respiratoires, la grippe, les pneumopathies, les bronchiolites, les bronchites et tout ce que vous savez là. Pour les protéger, c'est simple. Aux enfants, donnez-leur des bonnets, donnez-leur des gants, habillez-les chaudement, donnez-leur des boissons chaudes. Surtout ne vous exposez pas au froid. C'est l'essentiel. Et quels sont les remèdes ou des tactiques à faire au cas où un enfant présentait quelques signes, notamment la toux, les rhumes? Il y a des gens qui s'adonnent à l'automédication. Un conseil de votre part, ferait aussi du bien. L'automédication, c'est un danger. C'est un danger pour tout le monde. Vous avez l'enfant a quelques signes, n'est-ce pas? Rhume, fièvre ou consort. Appelez votre médecin. C'est l'idéal. Alors, soins de santé les plus proches, ou alors, si vous avez un médecin de famille, appelez, qui descendent sur place. Surtout, en période d'épidémie, des coronavirus. Appelez le médecin, il vous dira ce que vous devez faire.
surtout éviter l'automédication. Et là, on revient surtout sur l'alimentation, donner des aliments sains, surtout en cette période. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des champignons, du miel, ça renforce l'immunité. Alors, on voulait aussi avoir votre point de vue. Vous êtes médecin, vous suivez de près l'évolution de cette pandémie dans notre pays. Il y a un probable déconfinement dans notre pays. Est-ce que déjà hier à Lubumbashi, les gens semblaient crier? On ne sait pas d'où est venue cette nouvelle de déconfinement. Parce que dans tous les journaux qu'on a suivis, les messages n'ont pas été donnés. Les gens attendent ça. On comprend que c'est les conditions sociales qui sont un peu bousculées, ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que c'est probable et c'est opportun qu'on fasse un déconfinement total, que la reprise des activités soit effective? Je pense que cette mesure qui a été prise, ce n'est pas de gaieté de cœur que les autorités l'ont prise. Je pense qu'ils l'ont prise la mort dans l'âme. Le chef d'État m'avait dit que je prends une mesure qui est certes impopulaire, mais qui s'impose. C'est-à-dire c'est l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est une imposition, c'est un fait accompli. Les autorités ne peuvent pas faire autrement que ça. Déjà, on commence à se relâcher. Vous suivez l'évolution. Regardez aux USA. Ils approchent les 1 million de morts. Aujourd'hui, on s'en passe encore, c'est parce qu'on est à 11-12 cas. Mais qui on a combien? On a plus de 1000 cas. Les 1000 cas là-bas, mettez leurs contacts. Donc moi, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement a pris ces mesures-là. Ce sont des mesures sanitaires. Ce sont des gestes barrières. C'est pour essayer de limiter la propagation de l'infection. Mais lorsque ça sera sous contrôle, je pense que l'État sera obligé de confiner. Parce que l'État souffre quand les frontières sont fermées, quand les commerces sont fermés, quand les entreprises tournent au ralenti. Mais l'État est asphyxié. L'État ne sait pas vivre. Il y a beaucoup de gens qui ne vivaient que de ça et aujourd'hui ils sont paralysés. Combien de commerces sont fermés aujourd'hui? Combien de bars sont fermés? Combien d'écoles privées sont fermées? Il y a des gens qui ne vivaient que de cela. Et quelles sont les répercussions? Donc l'économie est par terre, tout le monde en souffre. Donc ce n'est pas des gaietés de cœur qu'on a pris ces décisions, ce sont des mesures qui s'imposent. Et ça s'est fait par tout le monde. Moi je pense que c'est une épidémie, ça ne sera pas toute la vie, c'est pour une durée, ça va passer, on n'a qu'à tenir encore bon. Au moment venu, lorsque la task force présidentielle se rendra compte que maintenant c'est sous contrôle, on peut déconfiner, bien on va déconfiner. Très bien, la parole de médecin, je pense qu'on doit s'habituer, je pense qu'on doit supporter. King Lopez. Non mais je suis en train de voir déjà une nouvelle façon de vivre, une maladie, un petit virus, si je dois le minimiser ainsi, nous imposer une nouvelle façon d'exister, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de nous comporter. Même avec les personnes qui nous sont proches aujourd'hui, quand je rentre à la maison, je ne fais pas embrasser ma fille tout de suite, donc il faut rentrer dans la maison, chercher à comment se désinfecter, tout ça. Et on n'en était pas habitué. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mais on vous a enseigné pendant beaucoup de temps, nous, parce qu'ils sont d'une certaine religion, à vous laver les mains. Vous n'avez pas accepté. Mais aujourd'hui, vous les faites sous contrainte et nous sommes contents. Et ils étaient déjà habitués. Oui, ils étaient déjà habitués. Donc ils se lavaient les mains et même quand il fallait aller faire leur besoin aux toilettes, c'était de l'eau qu'ils utilisaient. Donc ils ne trouvent pas trop de difficultés par rapport à ça. Voilà, c'est un nouveau système de vie, c'est une nouvelle vie qui nous est imposée. Il faut pérenniser. Moi, je pense qu'il faut pérenniser ces habitudes-là. C'est laver les mains régulièrement. C'était recommandé déjà. Les gens ne voulaient pas, les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent. C'est une bonne maladie. Ça nous évite beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y a le choléra à Lubumbashi. Les gens ne savent pas, il y a le choléra à Lubumbashi. Or, en se lavant les mains régulièrement, en se lavant les mains après avoir été aux toilettes, en se lavant les mains avant de saluer, après avoir salué quelqu'un, en se lavant les mains après être sorti, on évite les Covid-19, c'est vrai, on évite la fièvre typhoïde, on évite les choléra, on évite les verminoses, on évite beaucoup de maladies. C'est pas seulement le Covid, il y a beaucoup de maladies que nous évitons. Même quand l'épidémie aura passé, moi je pense que ce mot de vie, il faut le maintenir. Entre-temps, docteur, je m'excuse Hervé, il y a des gens qui nous parlent de la toxicité, comment on les appelle encore, des désinfectants qu'on utilise. Il y en a qui utilisent peut-être ça mal, c'est-à-dire il suffit de les utiliser seulement et puis bon, on se met à manger même si on ne sait pas laver les mains. C'est aussi un danger? On ne doit pas... Non, les gels, c'est lorsqu'on n'a pas l'eau courante. Par exemple, vous êtes sur la voie publique, vous n'avez pas l'eau partout. L'idéal, c'est laver à l'eau qui coule au savon. C'est ça l'idéal. Les gels hydroélectriques, les gels hydroalcooliques, on les utilise là où on n'a pas d'eau courante. Vous voyez.
Mais j'ai vu ça, quand j'entre, je vois déjà il y a une fontaine d'eau. C'est ça qui est recommandé. Vous lavez. Même le gel là, quand vous l'appliquez, n'est-ce pas, plusieurs fois, allez, vous verrez qu'il y a beaucoup de saleté qui va sortir. Beaucoup de saleté, c'est du noir qui va sortir. Donc les gens l'utilisent parce qu'il a de l'alcool, il va tuer le virus. Mais surtout que vous trouvez l'eau qui coule, il faut vous laver les mains. Ah, ok. Très bien, c'est ça l'idéal, il faut vous laver les mains, ça nous épargne à beaucoup de maladies, non seulement le coronavirus, vous avez suivi le médecin, le choléra est là. On ne doit pas oublier d'autres maladies. On ne peut pas oublier d'autres maladies que nous avons dans notre milieu. La fièvre typhoïde est là, le choléra est là, la malaria. Le corona n'est pas venu détruire toutes les maladies qui existaient avant. Le docteur venait d'énumérer ici les maladies des mains sales et les maladies qui peuvent venir pendant cette période de la saison sèche. Soyons éveillés. Mais plutôt à d'autres maladies. La malaria tue tous les jours. La malaria a tué plusieurs Congolais. La fièvre typhoïde a tué plusieurs de nos frères. Alors ne négligeons pas d'autres maladies. La toux, le rhume, ne négligez pas. Surtout chez les petits enfants, il faut bien le protéger. Le médecin l'a dit. Je pense que vous avez très bien noté les aliments à prendre pendant cette période pour protéger vos enfants, les vieilles personnes. Et vous-même, ne dites pas que vous êtes immunisés, mais plutôt il faut se couvrir pour éviter ce froid qui peuvent vous donner quelques maladies qui ne sera pas une bonne chose, et surtout pendant cette période où les gens sont en train de se débrouiller ça et là pour manger parce que l'économie mondiale est touchée. Alors il faut éviter de maladies chez vous à la maison. C'est ça l'importance de suivre l'émission Tous contre un. Mesdames et messieurs, nous allons vous retrouver juste après cette pause que nous allons marquer pour la suite de cette émission. Le Covid-19 est une menace pour la santé publique. Nous devons agir pour limiter la propagation. Nous devons agir maintenant et ensemble en respectant les mesures barrières. Je nous appelle à la solidarité. Apportons de l'aide aux sans-abri, aux enfants en rupture familiale et à nos frères et sœurs démunis. Encore une fois, respectons les mesures barrières. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Dans ce numéro de Tous contre un, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite prendre la rubrique Le Changement. Le Changement, c'est avec King Lopez Kaninda. Nous allons parler de la probable reprise des cours, mesdames et messieurs, très bientôt. Alors, on attend qu'un calendrier soit donné, un communiqué officiel. Mais déjà, dans le couloir du ministère de l'EPSP, on apprend qu'il y aurait une probable reprise des cours et une année blanche n'est pas envisageable. Alors, on a essayé de récolter quelques avis des parents. Ça sera tout de suite, juste après cette transition. Voilà, King Lopez Kaninda, ça ferait plus de 2 mois que le président de la République avait décrété un état d'urgence et les activités scolaires et académiques ont été suspendues pour protéger les enfants, pour protéger tous ces jeunes qui pouvaient aller contracter cette maladie inutilement. Alors on a pris des mesures pour protéger ces derniers. Et là, on apprend qu'il y aurait une probable reprise de cours. Effectivement, je l'ai dit d'ailleurs hier, c'est entre deux mal qu'on doit choisir le moindre mal. Donc le président a bien réfléchi de prendre cette décision. Et aujourd'hui, nous en sommes à 2 mois déjà, pendant qu'on ne pensait pas arriver à 2 mois. Mais dans la mesure du possible, je pense qu'il faudra aussi voir le côté intérêt des parents et des enfants, parce qu'ils ont étudié les 3/4 de l'année déjà. Et puis s'il faut arrêter, c'est pour quelle fin, pour quelle finalité, pour que l'on donne quel résultat aux enfants. Entre-temps, les parents qui, par exemple, ont des enfants dans des écoles privées ne vont pas accepter de perdre le 3/4 des frais à payer, 3/4 de l'année et tout. Donc je pense qu'un probable
retour à l'école est possible, mais les avis sont partagés. Parce qu'il y en a qui ont tellement peur de la Covid-19 au point qu'on se dit, bon, mieux vaut perdre 1 500 $, pour ceux qui perdent un enfant, effectivement, parce qu'un enfant, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Et quand on envoie un enfant à l'école, on doit être conséquent, on doit se dire que réellement l'enfant va étudier en bonne santé et puis nous revenir. Et puis on espère aussi un résultat escompté par rapport à tout ce qu'il va étudier. Mais entre-temps, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de coronavirus. Ils sont tellement clairs, ils se disent, bon, on ne sait pas s'il y en a vraiment. Le corona, c'est peut-être dans d'autres villes de la RDC, mais pas à Lubumbashi. Nous souhaitons qu'on renvoie les enfants à l'école, qu'ils reprennent les études, que les études reprennent leur cours normal. Donc les avis sont partagés, mais on ne sait pas au finish ce que décidera le ministère de l'enseignement. Mais je ne sais pas avant que nous puissions prendre l'élément. Toi, tu penses que c'est important qu'on reprenne les cours? Bon, moi, je pense que c'est important, oui. Pourquoi? Parce que on doit apprendre à vivre avec. On doit apprendre à vivre avec. Nous n'avons pas beaucoup de cas comme on l'a vu en Italie ou en France. Déjà qu'eux ont pensé à la reprise de cours, les crèches, les écoles sont déjà ouvertes ça et là. Je pense que les mesures de gestes barrières devront très bien être respectées dans ces écoles-là. La disposition qu'on pourra prendre avec les enfants dans des salles de classe, les lavages de mains, comme venait de le dire le médecin, le cache-nez si possible. Moi, je pense que les écoles devraient se protéger et en ce moment, je pense que c'est le travail qui est en train d'être fait au niveau du ministère de l'Éducation pour qu'on amène aux responsables des écoles à respecter toutes ces mesures, la distanciation sociale, c'est possible. Mais le problème, c'est qu'ici, chez nous, il y a des salles de classe où on retrouve plus de 100 personnes. Une salle, une petite salle comme ça. De 10 sur 10 et 80 personnes. Et c'est 4 enfants sur un même banc. Maintenant, avec la distanciation sociale, on sera obligé d'avoir 2 enfants sur un même banc, ou soit un seul sur un même banc. Je ne sais pas comment ces écoles vont s'en sortir. C'est un grand travail dans notre milieu en République. Mais entre-temps, ici, par exemple, réfléchissons un peu à haute voix. Ici, on prenait le programme national et qu'on y ajoutait une partie dans le cours d'hygiène, comment juste se protéger et éviter la Covid, hein? et éviter la Covid, que ça reste comme ça, parce que si on doit faire avec, c'est que ça doit aussi être une matière à inculquer aux enfants désormais dans leur cursus. Oui, les cours d'hygiène, moi je pense que dans des écoles bien organisées, ces cours-là ne manquent jamais. On apprend toujours aux enfants à se protéger, mais pendant cette période, je pense que c'est une protection qui est tout à fait particulière, parce que c'est une pandémie, c'est les virus qui est en train de ravager le monde. Je pense que les gestes barrières qui seront pris aujourd'hui, ce ne sont pas le même peut-être qu'on avait avant. Le port de masque obligatoire, la distanciation sociale, on était habitué à se saluer, à faire les enfants pendant la récréation, ils sont obligés de jouer ensemble au ballon, ainsi de suite. Je pense qu'il faudra bien inculquer cette mentalité. Ça doit déjà commencer aujourd'hui avec les parents qui nous suivent à la maison. Au cas où les parents seront d'accord, moi je pense qu'ils doivent être d'accord parce que ce serait une obligation. Les cours, les études de leurs enfants, c'est vraiment une obligation. Je pense qu'ils seraient obligés d'envoyer les enfants à l'école. Passion Baraka, une année blanche n'est pas envisagée. Ce n'est même pas possible à en croire le ministre. Et King Lopez vient de le dire, c'est déjà le 3/4 de l'année qui est déjà consommé. Alors, comment ça pourrait s'organiser? Au mois de juin déjà, c'est les examens qui ont pris fin. On attend la proclamation le 2 juillet. Alors, s'il faudrait s'inscrire dans l'idée de l'équipe de la riposte de Jean-Jacques Muyembe, je pense que cette équipe a été à un entretien, c'était le 13 mai passé, dans un atelier avec le ministre de l'Enseignement, Willy Bakonga, pour éventuellement
travailler sur la reprise progressivement des cours à travers la République démocratique du Congo. Ce qui ressort justement de cette rencontre, dans un premier temps, c'était les responsabilités qui ont été départagées. Les spécialistes qui sont au front de cette pandémie, je parle de Jean-Jacques et son équipe, ont donc émis le vœu que ce soit progressivement avec les provinces qui ne sont pas touchées par Covid-19. C'est pour tout simplement permettre à ce que l'on puisse déjà gagner un peu du temps perdu. Mais vu les calendriers académiques, vu le calendrier scolaire déjà, l'heure est passée complètement. S'il faudrait qu'on puisse déjà tout de suite au mois de juin procéder à la reprise des cours progressivement avec les classes terminales, je pense qu'ils auront à prendre au moins 2 semaines d'études et se préparer déjà aux épreuves éventuellement. C'est que ça signifie déjà, au-delà du mois de juillet, c'est la proclamation qui interviendra. Mais maintenant, est-ce que les élèves, les écoles, les institutions scolaires et universitaires sont-elles prêtes à pouvoir déjà faire face à cette situation qui est criante, une situation sanitaire qui intéresse au moins tout le monde? Est-ce qu'on aura déjà à observer les 1 mètre à gauche, à droite, pour éviter justement de ne pas se contaminer? Je crois que ce sont des questions qui sont en étude, mais ce qui serait mis en s'inscrivant dans l'idée du ministère de l'enseignement en RDC, je trouve que ça serait plutôt mieux qu'on laisse la chance aux classes terminales de procéder déjà. Les écoles, disons, les écoles qui sont habilitées à recevoir les élèves, ils devront s'inscrire dans l'idée de protéger, de mettre tout le moyen important pour éviter la contamination. Surtout la contamination lorsqu'il y a des élèves qui touchent le banc un peu partout. Ça devrait relever d'abord de la responsabilité de l'étudiant, l'élève, à pouvoir se mobiliser pour faire face à Covid-19. Ce qui est de l'enseignement, c'est vrai, on en a vécu dans les années passées, 10 ans en arrière, à un certain moment, on étudiait en condensant les cours. Ça peut être faisable avec les manuels, ça peut être faisable avec des exercices au quotidien à la maison, tout comme dans les regroupements des élèves à l'école. Ça peut faciliter. Il n'y aura pas de choses qui vont nous échapper. Il y a sûrement des choses qui vont nous échapper, puisque étant donné quand les cours se donnent avec à la va-vite, précipitation, voilà, il y a certaines choses qu'on oublie. Mais moi je pense que la bonne formation que chaque élève, chaque Congolais en a, donc je crois que c'est juste disposer un manuel, disposer un livre, je crois que ça pourrait aider déjà à pouvoir permettre à cet étudiant ou à cet élève de facilement assimiler la matière, que ce soit à la maison. Donc c'est la responsabilité qui est partagée entre l'équipe de la riposte qui devrait normalement proposer un plan progressivement pour, n'est-ce pas, passer à la reprise des cours. Quant aux écoles, je crois que la responsabilité maintenant c'est de chercher les matériels qu'il faut pour mettre en place, pour éviter la contamination. Surtout la contamination au niveau des écoles, c'est à une fréquence très élevée. Étant donné les stylos, je peux prendre chez mon voisin, les papiers, le bout de papier, le frottoir. En fait, il y a en tout cas toutes les surfaces. Il y a même aussi de matériel qu'on peut toucher qui peuvent facilement exposer les élèves ou les étudiants, même encore les enseignants. Donc c'est une question qui reste dans une étude minutieuse. Mais moi, j'opte pour la reprise des cours progressivement avec les classes terminales. Mais entre-temps, j'ai appris que... j'étais en train d'échanger avec un enseignant ici qui m'a dit que pour les classes, pour les degrés terminales au primaire, ils avaient déjà presque fini le programme parce qu'ils ont pris ce système-là depuis un certain nombre d'années parce que généralement, quand on y met une sorte de ralentissement, ça ne leur permet pas d'avoir un bon résultat au TENAFEP. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Déjà vers le mois de mars, avril, ils finissent le programme, ils commencent à récapituler jusqu'à ce que leurs enfants donnent un bon résultat, qu'ils se soient parmi les bonnes écoles. Et quand j'ai posé la question, mais ça c'est chez vous et partout ailleurs, ils ont dit, mais beaucoup d'écoles font déjà ça. Donc, il y a des écoles qui ont terminé carrément leur programme, la quasi-totalité de programme, s'il faut le dire. Mais pour ceux qui sont dans d'autres degrés élémentaires ou je ne sais moi d'entrée, là, il faudra peut-être poser de questions. Mais déjà, si ceux du degré terminal
ont presque fini le programme. Je ne pense pas qu'il faudra les freiner inutilement. En plus, je ne sais pas si l'occasion nous permet d'en parler. C'est comme si le programme d'enseignement au Congo il est plus costaud par rapport à tous les autres programmes du monde. Nous faisons 10 mois d'études en une année, pendant qu'il y a d'autres pays où ils ne font pas 10 mois. Nous commençons en septembre, on finit en juin. Nous commençons en septembre, on finit en juin. Pendant que si on va en Zambie ici, je ne pense pas qu'ils commencent en septembre pour finir en juin. Ah, c'est pourquoi on estime que les études au Congo sont très solides et avantageuses que dans d'autres pays. Vous ne croyez pas? Je m'inscris en faux. Voilà, je pense que ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais quand même, on voit le médecin qui finissent en République démocratique du Congo, qui sont le plus sollicités en Zambie, parce que vous avez cité la Zambie, vous citerez aussi l'Afrique du Sud, ils sont les plus sollicités. Alors moi, j'ai confiance. Quand ils vont dans ces pays que vous avez cités là, on leur soumet à d'autres formations. Donc, non, c'est peut-être par rapport pour s'adapter à des réalités de ces milieux-là. Mais franchement, moi... Mais en ici au Congo, quand des gens viennent avec les diplômes de l'extérieur, on les prend plus avec des valeurs que les diplômes d'ici. Je pense que c'est un sujet intéressant. On en parlera avec quelques experts, étudiants, les universitaires sur ces plateaux très prochainement. Mesdames et messieurs, nous vous proposons d'abord de suivre les points de vue de quelques parents qu'on a pu récolter pour cette probable reprise des cours pour très prochainement. On ne sait pas quand, jusque-là, on ne précise rien. Nous allons suivre ces parents, on se retrouve après pour la suite. Bon, être prêt, c'est trop dur, puisque d'abord financièrement, on n'a pas d'argent. Et deuxièmement, la fameuse maladie qui fait fureur ici. Je ne sais pas s'il faut que les enfants reprennent. Quelles sont les précautions que l'État a organisées pour que les enfants reprennent sans être contaminés par la fameuse maladie. On combat la maladie. Si ça peut réellement aller jusqu'au niveau où on peut éradiquer la maladie et que l'État peut reprendre, les études des écoles peuvent reprendre et ouvrir les portes. Parce que la santé vaut mieux que les études. Si on est malade, on ne saura pas étudier. Bon, personnellement, je suis prête. Je peux envoyer les enfants à l'école. Il suffit juste de les couvrir avec un masque. Et ce qui est un peu compliqué, est-ce que réellement ici au Katanga, il y a le corona? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Personnellement, en tout cas, je ne crois pas. Bon, ça, c'est mon avis, hein. Je ne sais pas à qui on sait qu'il y en a, mais ici, au Katanga, je ne suis pas sûre. Bon, oui, moi, je peux envoyer les enfants à l'école. Je peux envoyer les enfants à l'école, juste... On va juste appliquer les règles. Bon, je couvre mes enfants avec les masques. Je leur donne les gants, par exemple. Je leur donne Je leur dis de se laver tout le temps les mains à l'école. Bon, personnellement, moi, je suis prête à envoyer les grands enfants parce que j'ai les étudiants, j'ai ceux qui vont présenter les examens d'école. J'ai un garçon qui doit présenter les examens d'État. Là, il est obligé. Oui, parce qu'on a dit on va commencer avec ceux de la 6e. Là, on est obligé de l'envoyer. Je suis prête. En tout cas, les chefs de bâtiment, je peux dire, des classes nombreuses. On peut les scinder en deux, par exemple, parce que ce n'est pas tout le monde qui rentre en même temps. On peut les scinder en deux. S'il y a des enfants qui se mettaient à 3, on peut les mettre juste à 2 et on peut espacer d'un banc, vous voyez. Donc on peut espacer en tout cas, par exemple, le premier et le deuxième banc, il doit y avoir, oui. Entre le premier et le deuxième banc, s'il peut avoir une distance d'1 mètre. Voilà. On doit demander, on doit exiger aux établissements, aux chefs d'établissement, de mettre de l'eau. En tant que parent, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour détecter les enfants à l'école, même les professeurs ou les enseignants. Hein? Il a fallu d'abord mettre les moyens et après que les cours reprennent. Ces moyens-là, c'est la sécurité sanitaire. S'il y en a dans toutes les écoles du Haut-Katanga, ça serait bien maintenant, les cours peuvent reprendre. Je suggère aux autres parents qui n'acceptent pas pour le moment que les enfants aillent à l'école.
hein, d'abord qu'il demande au gouvernement provincial et au gouvernement national de prendre en charge toutes les écoles du Haut-Katanga, hein, pour la sécurité sanitaire. Masomo batoto batanza kwenda kufuatana malaria iko chini. Ni Mungu yeye mwenyewe kuna bachunga na bo baweke ko mfaso ya kuprotéger batoto. Bon, personnellement, moi je ne peux pas accepter parce que avant que les enfants retournent à l'école, il faut qu'il y ait de préalables convaincants que c'est assurant que la mesure, comme on vient de nous dire qu'il faut appliquer la mesure de prévention. Est-ce que notre gouvernement provincial a déjà pris ça en charge? D'abord, nous voyons ça, ce n'est pas applicable pour le moment. Alors, si on essaie de renvoyer les enfants à l'école, ça serait un peu difficile. Alors, il faut nous demander au gouvernement national de voir un peu la sécurité de nos enfants. Nous demandons d'abord la sécurité de nos enfants. Nous ne sommes pas pressés de renvoyer les enfants à l'école. D'abord, nous demandons d'abord la sécurité comme on le fait ailleurs. Si ça va ici, à ce moment, les enfants peuvent reprendre les cours. Si ce n'est pas vraiment, si la sécurité n'est pas assurée, vraiment, on ne saurait pas comment. Est-ce que les enfants là seront bien assurés avec leur sécurité à l'école? Comme il y a les lave-mains qu'on est en train de nous demander, les cache-nez, tout ça. Ça demande un peu de l'argent. Nous, les parents, nous ne saurons pas nous prendre en charge avec ça. C'est notre gouvernement provincial qui peut le faire. Et ce n'est pas nous. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement provincial, TAC et national, de s'impliquer sur ça. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons que les enfants retournent à l'école, mais par quels moyens? Nous suggérons que le ministre de l'enseignement, qu'il y trouve, oui, le ministre de l'enseignement ensemble avec le gouvernement national et provincial, qui se réunissent, qui lui parlent, qui lui trouvent un moyen qui peut rassurer le parent que non, même si les enfants retournent à l'école aujourd'hui, les enfants seront assurés avec la sécurité de mesures de prévention. Voilà, c'est parti, King Lopez, vous avez suivi, les avis sont partagés. Il y a ceux-là qui sont d'accord et ceux-là qui disent non. Oui, il y en a qui disent non. Chacun de nous a quand même un point de vue à émettre par rapport à telle ou telle autre situation. Mais je voudrais que nous puissions analyser chaque situation par rapport à un certain nombre de paramètres. Allons-y sur le plan timing. Mon cher frère, l'année scolaire comme l'année académique commence officiellement selon le programme en septembre. Et en septembre, les études ont effectivement commencé. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, sur 10 mois d'une année normale scolaire ou académique, on en consomme 6,5. Et vous voulez que les enfants ratent toute une année comme ça? Je pense, on peut répondre par oui et non, parce que le grand problème soulevé là-bas, c'est la sécurité des enfants, la sécurité sanitaire, bien sûr. Entre-temps, ils n'ont pas tort, ces parents. Entre-temps, soyons sérieux, ils n'ont pas tort, c'est vrai, mon frère Hervé. Nous avons suivi à la télévision, sur notre télévision d'ailleurs, où une boîte de nuit a fonctionné pendant un bon nombre de jours et on n'a jamais arrêté ces gens-là. Parce que, je ne sais pas, ils driblaient ou ils avaient un bon système de fonctionnement qui n'a pas permis tout de suite au service de sécurité de les arrêter. Mais après, quand ils sont tombés sur eux, on a découvert qu'ils avaient fait plus de mois en train de fonctionner, normalement d'ailleurs. Tous ces gens-là qui allaient dans ces boîtes de nuit, ou dans cette boîte précisément, celle-là, en principe, si on devait aller checker chacune des personnes, déjà sur le point sanitaire, c'est qu'ils sont tous un danger public, un danger permanent d'ailleurs. À Kasumbalé, ça, des images ont circulé sur net où il y avait une autre boîte de nuit où on a arrêté encore et les propriétaires et les gens qui étaient à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ce système de 2 poids 2 mesures? Les boîtes de nuit fonctionnent, certaines assemblées chrétiennes se réunissent, on enlève juste les baffles et les micros, mais ils prient son nombre de 30 ou de 20, ils vous disent nous sommes sur 20 mètres sur 30 et on peut se passer, on peut aller au-delà des mètres facilement. Donc, on commence à chercher les astuces
pour défendre ce qu'on veut défendre. J'imagine bien qu'on doit prendre aussi les choses du bon côté. Déjà, les gouverneurs se battent, ils se débrouillent bien en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19. Ces services aussi se sont mis sur pied pour défendre le Congolais du Haut-Katanga comme il le faut. Donc, accepter, comme Patient l'a dit tout à l'heure, une rentrée progressive, je pense que c'est la meilleure des solutions, au lieu qu'on soit catégorique, qu'on dise pas de rentrée scolaire, pas de retour à l'école. Je me demande est-ce que ces personnes qui disent ça sentent la douleur de ces sommes dépensées déjà dans une école où on paye Vous l'avez dit en début de votre intervention, vaut mieux perdre des millions que perdre une vie. Dans le contexte où on en est, je pense qu'on n'est pas encore dans un contexte très grave. Je viens te donner les exemples où nous sommes sur Kimbang, où se situe Malaika Télévision. Nous voyons les bus passer avec le nombre pas permis, mais on n'est pas encore à des cas exorbitants. Donc je pense qu'on doit prendre les choses du bon côté, mais essayer d'étudier dans quelle mesure est-ce qu'on peut autoriser cette rentrée scolaire-là. Par exemple, déjà refaire un peu pour la situation, essayer de refaire le programme national à moitié, parce qu'il ne restait que quelque chose comme... le président avait interdit, avait donné les mesures des gens, c'était les 18 mars. Donc déjà les 18, il ne restait qu'à peu près 10 jours pour clôturer l'année, le mois de mars. Or, déjà que les examens commencent dans l'intervalle du 2 au 15 juin, c'est que les cours s'arrêtent au mois de mai. Donc il n'est resté au total qu'un mois de cours en principe. Un seul mois. Parce que déjà qu'il restait 10 jours pour clôturer le mois de mars, le mois d'avril et les mois... Il y avait aussi les 2 semaines de vacances de Pâques. Voilà. Donc, il nous restait quelque chose comme 1 mois et 2 semaines ou 1 mois et 20 jours tout au plus qui sont récupérables. Et si on ajoutait seulement la 7e heure pour les écoles qui arrivent à 6e heure pour clôturer la journée. Si on ajoute 50 minutes à ces élèves qui iront au cours, une petite réforme pourrait permettre à ce qu'on clôture l'année scolaire en beauté. Et d'ailleurs, juste au mois de juin, comme ça a toujours été fait. C'est-à-dire, au lieu de commencer la session vers les 2, les 5 ou les 10 juin, on leur envoie jusqu'au 7 ou 10 juillet. Et pour essayer de respecter un peu le calendrier scolaire, je propose d'ailleurs que dès qu'on a fini, par exemple, la session au mois de juillet, qu'on prenne juste un mois de vacances parce que les enfants auront déjà consommé une bonne partie des vacances. Voilà, Passion Baraka, qu'est-ce qui pourrait en ce moment convaincre ces parents-là qui disent non? Bon, je pense que déjà en suivant le micro-baladeur qui a été fait, la première intervenante, elle semble déjà ignorer l'existence de la maladie. Ça, c'est un frein déjà, hein, pour ces enfants d'abord à la maison. Les enfants comprennent, parfois ne comprennent pas, parce que déjà maman pense que cette maladie n'existe presque pas. Est-ce que la maladie se trouve dans la province du Haut-Katanga? Eh bien, ce sont des questions qui se soulèvent. Moi, je pense que ça serait aussi possible de voir ce qui se passe à l'extérieur du pays. C'est à ce niveau que nous allons nous rendre compte que le bilan des morts qu'on enregistre tous les jours du côté de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, c'est un bilan qui est tout à fait réel. Prenons le cas de Kinshasa qui compte déjà 1035 cas déjà enregistrés dans presque toutes les zones de santé de la province ou la capitale de la RDC. Ce qui prouve à suffisance que la maladie existe. Et donc, maman, vous qui nous regardez à l'instant, c'est faisable. Faisable dans un premier temps, pourquoi? Suivez les informations. Soyez à l'écoute, parce que c'est quand même un peu plus... c'est impopulaire de paralyser déjà les contacts de plusieurs provinces. Les secteurs de transport aérien est pratiquement bloqué. Ça prouve. Ça doit vous prouver déjà par des mesures qui sont prises. Est-ce que vous avez vu déjà les terrasses qui sont ouvertes? Non, pas du tout.
Officiellement, pas du tout, mais officiellement. Nous nous inscrivons dans l'officiel. Nous sommes dans l'officiel. Ce qui se passe officieusement, ça ne nous regarde pas, la télévision. Ce qui serait très important, c'est que maintenant, ce sont des responsabilités. Chère maman, cher papa, acceptez simplement que la maladie existe et protégez vos enfants comme il le faut. C'est un atout majeur à la lutte contre Covid-19. C'est très, très, très important. Les convaincre, il suffirait tout simplement que le ministre se soulève, que l'équipe de riposte en partenariat, en conjointe partenariat avec le ministère, les deux se retrouvent ensemble pour nous proposer un calendrier adapté, en même temps en y accompagnant aussi des mesures importantes à observer. Je crois que ça serait facile à convaincre tous ces parents. Je pense qu'on l'a dit, on l'a répété tous les jours, c'est laver les mains, c'est un geste important qui nous éloigne de la contamination de la maladie à virus Covid-19, j'allais dire, virus hémorragie, Ebola. Donc c'est quand même important pour nous d'avoir cette culture d'accepter tout de suite ce qui est dit. Parce que si nous voulons entrer dans le fond pour savoir ce n'est pas vrai, c'est faux, alors que nous enregistrons des décès, il y a des cas de contamination, il y a de guéris, il y a de décès, il y a un peu partout des efforts qui sont fournis par plusieurs nations pour venir en aide à d'autres pays qui en ont besoin, forcément dans le domaine sanitaire où on éprouve autant de difficultés. Je crois qu'on ne peut pas ignorer la maladie jusqu'à ce point. La maladie existe, elle est réelle. Elle tue dans son passage. Ici, il est question tout simplement de sauver d'abord cet investissement qu'on a fait. Vous trouvez qu'avec les réalités qu'on rencontre dans certaines écoles ou instituts supérieurs ou encore universitaires, est-ce que ça serait possible de respecter ces gestes barrières, notamment la distanciation sociale? Elle est d'une grande importance, la distanciation sociale, le 1 mètre frontal, latéral, ainsi de suite. Est-ce que ça sera possible? Ça ne sera pas possible. D'un autre côté, ça serait possible si simplement on devenait conscient. Ici, c'est un problème de responsabilité citoyenne, un problème de responsabilité des institutions. Je crois que c'est ce niveau où se trouve le problème. Si jusque-là, je ne sais pas porter le masque quand je me retrouve dans un endroit à une grande fréquence, c'est que je m'expose déjà. Donc je suis conscient que je suis devant un fait accompli et qu'il y a lieu que je sois contaminé par Covid-19. C'est simplement mettre des mesures importantes avec l'aide du gouvernement. On va y arriver. Mais moi, je ne voudrais pas que ce soit la reprise de cours totale, mais partiellement. Nous commençons par exemple, à l'université ou les institutions universitaires d'une manière générale. On peut permettre, par exemple, aux étudiants finalistes en G3 et L2, ce sont des responsables. Pour ne pas laisser la chance à ceux-là qui sont en G2, en G1, G2, qui sont un peu dans un nombre pléthorique et qui créent parfois des problèmes. Parfois s'asseoir, ce sont des auditoires qui sont énormes. Et quand vous retrouvez comme Bingoto par exemple, c'est le risque qui est très élevé. Moi je crois que c'est à ce niveau que le gouvernement devra plutôt penser. Du côté de l'université, je l'ai dit, G3 et L2, au niveau des humanités ou au niveau de l'école primaire ou secondaire, on peut prendre par exemple la 6e et la 6e des humanités, la 6e et la 6e primaire. Et à ce niveau déjà, on vient de résoudre une situation facile. C'est comme ça qu'on aura un suivi plus proche. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'on a une classe par exemple de 50 élèves. On va les diviser. On divise ces nombres. C'est très simple, moi, je pense. 25 élèves se trouvent dans la classe A. 25 élèves se trouvent dans la classe B. Avec une distanciation qui est observée. À l'entrée de la barrière, à l'entrée juste de l'école, vous vous lavez la main suffisamment. Ne vous touchez pas. Je crois que ce sont des mesures qui seront intériorisées. On sait qu'il y a des écoles dans deux coins ici à Lubumbashi où pour voir l'eau couler, c'est tout à fait un problème. Et à longueur de journée, on doit mettre des fontaines, des seaux d'eau là-bas pour que les enfants lavent les mains. Ça sera pénible. D'abord, les écoles qui respectent les normes qu'il faut pour être appelées école ne sont pas, n'atteignent pas la moitié de la totalité des écoles que nous avons en province. Donc s'il faut prendre les choses du bon côté,
soit on permet la rentrée, soit on ne la permet carrément pas. Parce que aujourd'hui, aller progressivement, je pensais que Patient parlait peut-être de progressivement dans un sens où il fallait y aller par province moins touchées aux provinces les plus touchées et tout. Mais s'il faut aller dans le sens des classes de promotion. Et si dans ces classes-là, dans ces classes que Patient voudrait bien que nous puissions reprendre, c'est là qu'il y a des écoles, des élèves les plus touchés. Donc réfléchissons dans un sens où il doit y avoir dans ce sens où le système doit être gagnant-gagnant. Si on doit aller dans le sens où celui-ci perd, l'autre gagne, je pense que ce ne sera pas bien réfléchi. Si on va dans une famille où il n'y a pas d'élèves de 6e, où un papa n'a que les enfants qui commencent de première à 5e secondaire, ses parents ne seront jamais contents qu'on lui dise « Bon, les tiens restent à la maison toute l'année parce que bon, on doit attendre. » Je pense comme ça a déjà commencé dans les pays les plus développés, où d'ailleurs il y a eu plus de morts qu'en Afrique, on devra juste inculquer les bonnes manières, les notions d'hygiène aux enfants et tout, les laisser aller à l'école. Je pense que c'est... En tout cas, ça n'engage que moi. Voilà, moi je pense qu'on devrait être dans l'idée du ministre Willy Bakonga, qui jusque-là continue à frapper le poing sur la table pour refuser l'année blanche. Elle n'est pas probable, elle n'est même pas envisageable. C'est-à-dire il est en train de travailler dur pour que les élèves puissent trouver leur profil, puissent finir les études. Alors dire qu'il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas une reprise, les parents vont perdre, je pense que ça serait tôt de le dire. Mais pour le moment, il faudra penser à comment protéger ses enfants. En tout cas, c'est la question la plus prépondérante, la plus importante pour l'instant, c'est celle-là. Or, parmi les réponses qu'il faudra envisager, c'est quelles sont les méthodes avec lesquelles on peut apprendre aux enfants à vivre désormais avec l'eau propre, les gels désinfectants, comment éviter de se toucher, comment se saluer. Au début, c'était difficile, ça paraissait anodin, mais aujourd'hui, c'est facile, même avec son directeur, quand on se rend compte. Moi, je me rappelle tout à l'heure, quand j'ai trouvé Patient assis dans un des bureaux ici tout à l'heure, j'ai dit saluer comme ça. On peut le faire. Voilà, tu vois bien. Et au début, c'était « Ah, mais c'est quoi ça ?» a dit. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que pour se saluer, c'est comme ça. Ou c'est comme ça carrément et voilà, ça passe. Donc c'est question d'inculquer à nos enfants cela. Et si ça ne terminait pas Corona dans les 10 ans qui viennent, on n'ira jamais à l'école? C'est un problème. Parce que vous trouvez que les écoles ont ces moyens techniques pour protéger, notamment parce que l'eau, on doit se laver les mains à l'aide du savon. C'est tout le jour qu'on doit mettre cette eau, c'est tout le jour qu'on doit payer les savons. Le masque qui va prendre en charge, le port de masque, les parents, les écoles, ou soit il faudra aussi un appui de quelques organismes. Bon, en fait, s'il faut que je réfléchisse en termes où le gouvernement n'intervient pas, alors nous devrons recourir à cette célèbre phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila qui a dit « Prenez-vous en charge ». Nous devons nous prendre en charge. Je crois que c'est la simple de choses. Déjà que le masque sur le marché à Lubumbashi, on peut en trouver à 5 000 francs, plutôt à 500 francs, à 1000 francs, vous avez déjà votre masque. C'est déjà une première mesure barrière qui est importante, à ne pas être en contact surtout avec la salive et tout ce qui va avec. La deuxième des choses, moi je crois, si au moins chaque élève qui va à l'école apporte un savon qui coûte par exemple 1500 francs, pour lui-même, l'utilisation personnelle, je l'ai dit bien, un savon médical. Je crois qu'on va résoudre la situation facilement. Ça, c'est faisable. N'attendons pas simplement que le gouvernement national puisse décider et apporter le produit qu'il faut pour se protéger. Mais non, il doit le faire. Je crois que c'est son travail qui doit le faire. Mais moi, je parle d'abord de la responsabilité de nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge parce qu'on l'a toujours dit, vous voulez être financé dans un projet, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Avez-vous déjà 50% du financement? Ou vous n'en avez pas forcément, on va pas vous accompagner. On a dit, on va donner à celui qui en a. À celui qui n'en a pas, on lui arrache même le pays qui n'en a pas. Je crois que c'est important, ici,
d'instaurer ce système de conscience. Je crois, si aujourd'hui j'arrive à payer le gel qui coûte 1500 francs pour un élève, pour un étudiant, mais ça serait facile. Ça, c'est la responsabilité pour nous avant que l'État ne puisse intervenir. Avant même que les écoles ne puissent intervenir. Ça, c'est la responsabilité à la maison, les parents et leurs enfants. Maintenant, au niveau de l'école, si on arrivait par exemple à disponibiliser d'abord de l'eau potable, de l'eau importante pour se laver, je crois que c'est déjà bon pour nous. Déjà que l'État a subventionné certains secteurs, notamment la régie des eaux, et puis bon voilà, pour permettre à ce que la population ne puisse pas avoir encore une grande charge en payant les impôts et tout ceci, patati patata. Et donc, ça permet au moins, à un certain moment, d'alléger cette enveloppe salariale des institutions. Vous payez de l'eau gratuitement, par exemple, vous avez des fontaines, vous avez, je sais pas, des lots que vous pouvez facilement vous procurer dans les avenues à Lubumbashi. Vous y mettez dans chaque entrée de la classe ou à chaque entrée de bureau, vous instaurez une fontaine qui permettra à tout le monde de se laver les mains. Je crois que ça serait très facile. Moi, je ne voudrais pas qu'ici que le parent puisse se lamenter qu'on a payé à 70% l'année scolaire ou l'année académique dont on n'est pas bénéficiaire. Non, pas du tout. Pour quelqu'un qui a un G2, c'est possible de le récupérer déjà en faisant juste la situation générale. Il a eu combien de points au premier semestre? Comme il y a eu le système de semestrialisation au niveau de l'université, il y a la session de février qui intervient au mois de février. La session ordinaire qui intervient au mois de juillet. Les deux sessions déjà sont séparées. On peut juste considérer la première session passée déjà. C'est possible. Avec des cours qu'on va ajouter l'année qui va venir. Les cours de récupération. C'est un grand travail qui doit être fait. Et ça sera fait facilement. Nous allons finir avec cet aspect frais, le Minerval, ainsi de suite. Est-ce que à la reprise des cours, par exemple au mois de juin, est-ce que les promoteurs pourraient se permettre de demander les Minerval de 2 mois qui n'ont pas été consommés par les élèves? King Lopez. Parce que déjà le mois de mars, on a vu des communiqués qui marchaient dans les téléphones des parents. On cherchait déjà le frais pour le mois de mars. Bon voilà, c'était déjà presque consommé 17 jours ou 18 jours. Ils pourront avoir raison. Est-ce que pour les 2 mois comme avril et mai, est-ce qu'il y aura de quoi payer ce mois-là? Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas récolter là où on n'a pas sémé. Ça, c'est la première des choses. Donc, ne peuvent s'attendre à une production que ceux qui ont réellement produit. Du moment où il y a des déficits en termes de matière chez nos enfants, comment voulez-vous que nous puissions payer? Quand je parle, je ne parle pas parce qu'il faut donner de la morale aux gens. Je suis père des familles. J'ai un petit garçon en 7e et une fille en 6e. Donc quand vous me dites tout de suite, non messieurs, vous devez payer, je me demande ma fille Valencia paye pourquoi si mars et avril elle n'a pas étudié, ou avril et mai elle n'a pas étudié. Donc je pense qu'ils devront souffrir aussi comme nous des ratés, c'est quelques billets des banques, parce que nos enfants... Et ces professeurs qui sont en train de réclamer la prise en charge? Pour des écoles conventionnées ou officielles, peut-être oui, parce qu'ils ont peut-être une subvention de certaines congrégations, je ne sais pas, je ne confirme pas. Les écoles de l'État, déjà qu'il y a la gratuité de l'enseignement pour ceux qui ont l'enseignement des bases. Voilà, là je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour les écoles privées, c'est comme nous, Malaika, si on ne produit pas, on va chercher chez qui? Notre patron s'appelle Nazem Nazembe, il souffre avec nous. On produit $1, il nous donne $1. On produit $, il nous donne $. Donc, qu'ils voient aussi dans la mesure du possible ce qu'ils produisent, c'est ce qu'ils vont bouffer. S'ils ne produisent pas, ils n'ont rien. Merci King Lopez, Passion Baraka. C'est quoi votre point de vue par rapport à cet aspect de prise en charge ou de Minerval qui pourront être payés de 2 mois qu'on n'a pas produit? Non, moi je pense que pendant les 2 mois, les élèves n'ont pas été au cours. Hein. Ce qui est très sûr, voilà. C'est qu'on ne peut que payer ce qu'on a consommé. Je crois que c'est très très important. Ils nous regardent, ils doivent comprendre déjà tout de suite que les élèves n'ont pas été à l'école, n'ont pas bénéficié des enseignements, d'où déjà excluez dans votre tête qu'ils ne vont pas payer les 2 mois passés. Donc si nous commençons déjà, bon, je ne dis pas qu'on va commencer au mois de juin, le mois de juin, le tout premier jour on commence, et bien comptez déjà qu'à la fin du mois, vous aurez
ce qui vous est dû par les élèves. Je crois ou alors qu'on demande ce qu'on n'a pas réfléchir. payé dans les mois antérieurs. Si par exemple le mois de mars, vous n'avez pas payé, souffrez qu'on vous le demande dès que votre fille ou votre fils se pointe à l'école. Mais pour les mois où elle n'a même pas lavé son uniforme, où elle n'a pas enfilé, ne comptez pas. Voilà, merci à vous, merci pour ce décryptage sur ces sujets. Mesdames et messieurs, c'est une information qui se développe, qui continue. Nous serons sur le coup et on sera toujours là pour vous dire et vous donner l'évolution de ces dossiers. Il n'y a pas une année blanche envisageable, a déclaré le ministre de l'EPSP. Et soyez là, peut-être les dates seront communiquées très bientôt pour la reprise probable de cours en République démocratique du Congo. Préparez déjà psychologiquement vos enfants à l'école. C'est très important. Déjà enlever cette idée de dire est-ce que réellement il y a cette maladie au Katanga. Déjà vous ne saurez pas éduquer vos enfants sur ces plans à la maison. Il y en a, prenez l'officiel. On vous dit qu'il y a 11 cas au Katanga ou dans le Haut-Katanga. Prenez ça avec beaucoup de considération. Ça pourrait vous pousser à respecter les gestes barrières. Continuez à le faire, mesdames et messieurs. C'est très important. Tout de suite, la rubrique sur le net. Sur le net, c'est avec vous, Passion Baraka Kazadi. Quoi de neuf? Alors on va essayer de voir quelques tweets qu'on a pu sélectionner pour vous. C'est notamment en rapport avec les infrastructures au niveau national, mais aussi en rapport avec l'actualité. On va commencer avec Luc Gérard Niafé qui dit ceci: quelques bonnes nouvelles pour le moral. La route nationale numéro 1 Bachalba-Kipita du pont Loangue, on peut désormais relier Mwanda passant à Kananga via Chikapa en voiture non 4x4. Baby Steep on Wheels. Voilà, donc c'est ce qu'il a écrit. Eh bien, donc c'est faisable. Déjà, on commence à relier certains coins de la RDC avec d'autres nations, ce qui prouve à suffisance que nous sommes en train petit à petit d'aller vers en tout cas le véritable développement. On va passer à un autre tweet ce matin. Il s'appelle Loubaya Claudel. Il dit ceci: hashtag RDC, après les scandales Semlex, la RDC devra s'approprier les outils de sa souveraineté, passeport, carte d'identité, permis de conduire, plaque d'immatriculation, etc. Rien ne justifie que cela soit laissé par accointance politique à des firmes obscures qui réunissent les pays et rançonnent les peuples. Et donc, c'est une aussi actualité. Le dossier de passeport. Voilà. D'ailleurs, je voudrais bien que le passeport puisse être traité en tout cas moins cher. C'est quand même important. Nous avons un passeport qui coûte très cher, énormément à travers le monde. Wow. On va prendre un autre tweet. Odia Élysée, on tue en Ituri. Kinshasa, on parle de l'arrestation d'un certain Henri Magie. On continue avec des massacres à Beni. À Kinshasa, on parle d'un certain Ibrahim Kabila. La Zambie occupe les localités de notre pays. À Kinshasa, on parle d'un certain Mukuna. Une nation. Voilà, je pense que vous avez déjà la suite. Hein. Elle s'appelle Odia Élysée. Ça nous vient d'elle. Elle décrypte simplement ce qui dérange. Réduit à tout ça. Réduit à tout ça. Évidemment, ce sont des problèmes. Hein. Voilà, on va changer un autre tweet ce matin. Il s'appelle Andy Mbemba. La nouvelle cathédrale des Goma, on va regarder dans ces images, dans l'est de la RDC, les travaux sont dans la phase de finition. Elle s'appellera cathédrale Mama wa Amani Notre-Dame de la Paix. Vous le voyez très bien, cet édifice, c'est très magnifique. Mama wa Amani. Mama wa Amani, voilà, évidemment. Vous le voyez déjà dans ces images. C'est donc une très belle église, construction en tout cas. La cathédrale Mama Wamani, évidemment, qui sera inaugurée d'ici peu, en attendant la phase de finition. On va changer de cap pour, je crois que c'est tout déjà. On va voir ce qu'a été, évidemment, lorsqu'on a évidemment, on a déconfiné partiellement l'Allemagne. Ça a été complètement une euphorie totale pour ceux-là qui ont eu un temps de passer dans une boîte de nuit. Mais là-bas, ça se passe comment? C'est dans un parking où on retrouve des véhicules qui klaxonnent pour simplement signifier qu'on est content,
on a été arraché de notre liberté, qu'on a envie vraiment de retrouver notre vie normale. Regardez dans ces images. Un tonnerre de klaxons pour un concert d'une nouvelle ère. En Allemagne, faute de ne plus pouvoir danser en groupe, les amateurs d'électro ont trouvé une alternative, se remuer dans sa voiture. On avait envie de tester ça, on avait envie de détacher nos cheveux et de s'amuser malgré la période du coronavirus. C'est incroyable ici. On avait envie de faire la fête ce week-end, on en avait besoin, rien de plus. On a eu une pause et là, on a juste envie de bouger à nouveau. Mur du son, confettis, lampes fluorescentes, tout y est. Ce parking peut accueillir jusqu'à 250 véhicules. 2 personnes par voiture sont autorisées, un moyen de remplacer les boîtes de nuit. Lorsque la pandémie de coronavirus a débuté en Allemagne, notre entreprise a été fermée du jour au lendemain par les autorités. On est passé de 100% à 0, on a touché le fond. Nous ne nous attendions pas à ce que quelque chose comme ça puisse arriver, mais l'idée est venue assez rapidement, il fallait faire quelque chose. Les bénéfices de ces drive-in discothèques sont bien plus bas qu'un club habituel, mais l'ambiance, elle, est toujours là. Il ne faudra juste pas oublier de couper le contact. Voilà, ils sont contents parce que plusieurs jours passés en confinement dans la maison, privés de cette musique ambiante, privés de cette joie, je pense qu'il y a de quoi célébrer. Ah, il y a de quoi forcément célébrer. C'est comme on l'a vu hier, absolument. Alors, on ne peut pas condamner ce choix qui ont sursauté sur une nouvelle... J'ai reçu des coups de fil comme tu n'as pas idée. Voilà. J'étais à la maison, je me reposais et tout de suite c'est des téléphones. T'étais pas seul, moi aussi. Ah mais bonjour King, comment tu vas? Oui, ça va. Mais c'est vous les journalistes, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des confinements? Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc, je vais vous le dire après. Et allô King, mais c'est comment? J'étais obligé tout de suite de chercher Internet, d'allumer la télé, de voir ce qui s'est passé. Mais en tout temps, c'est des gens qui m'informaient. Mais malheureusement, ce n'était pas une information, c'était une rumeur. Et à Kamalondo, quelqu'un m'a dit que c'était comparable à une... Vous voyez quand la RDC remporte une Coupe d'Afrique, par exemple, comment les Congolais... Tout le monde scande alors. Voilà, c'était comme ça à Kamalondo. Alors ça montre que la liberté n'a pas de prix. En tout cas, quand on est libre, on doit protéger sa liberté. Et j'ai aussi compris... Raison pour laquelle hier, là, on se disait que c'est aussi important de comprendre que si la Covid passe... et qu'on ne retient rien, et qu'on n'a pas changé en quelque chose, on est voué à sa perte éternelle. On est déjà perdu. C'est-à-dire, hier là, j'ai compris que c'est toujours aussi important pour nous de nous protéger contre toutes sortes de bêtises afin de ne pas tomber dans n'importe quoi ou de tomber même dans les filets de la police ou de la justice. La liberté ne vaut rien d'égal. Alors, Passion Baraka, on ne peut pas avoir ces images, on ne peut pas condamner le Lochois qui ont aussi sauté et fêté parce qu'ils auraient appris un déconfinement. En tout cas, il est très fort. Ces messieurs, je ne sais pas si c'est qui aurait déjà imaginé un peu le déconfinement total, quand même si on n'est pas en confinement total ici en RDC. C'était pas seulement à Lubumbashi, mais c'était un peu partout, oui. C'était vraiment partout. Moi, je regardais pendant ces temps que tout le monde scandait, tout le monde était en liesse, et puis voilà, je regardais un peu sur les chaînes internationales, locales. Je n'ai rien vu de spécial. Mais ce qui m'a intéressé quand je regardais France 2, oui, là, un peu plus haut, du côté droit, on a écrit « Restez prudents ». On a remplacé par rester à la maison. Je crois que c'est de là que peut-être l'idée est venue. On s'est dit, bon voilà, c'est parti déjà. On peut maintenant revenir à nos habitudes d'aller en boîte, de se promener quand on veut. Et puis bon voilà, je crois que c'est comme ça que la situation c'est vite répandue comme de la poudre à travers la ville de Lubumbashi. Et même dans d'autres coins de la RDC. En tout cas, ça nous manque énormément. Certaines habitudes, on les a presque oubliées. Mais pendant qu'il y a d'autres personnes qui considèrent que Covid-19 n'est qu'une sorte d'invention ou politique, machin, ça existe. Entre-temps, patient, une nouvelle vient de nous tomber, mais il faudra vérifier. Je pense que c'est la tâche qui revient à nos amis de la rédaction. Les examens d'État sont programmés pour le mois de juillet, selon Willy Bakonga.
à prendre avec les pincettes, on vérifie tout à l'heure. Voilà, ça sera vérifié, mesdames et messieurs. Les gens qui étaient en liesse hier, non seulement ceux-là qui aiment l'ambiance dans le bar, mais aussi ceux-là qui aiment l'ambiance dans les églises. La joie était partout. C'est quelque chose que tout le monde attend. Les déconfinements total, la levée de cette mesure où on a suspendu les activités dans certains regroupements, ainsi de suite. Je pense qu'on doit attendre, on doit vraiment attendre. L'information n'est pas officielle. Soyons prudents, restons à la maison lorsqu'on n'a rien à faire de nécessaire. Protégeons-nous, respectons les gestes barrières. La pandémie est encore là. Mesdames et messieurs, et c'est même par ici que nous allons mettre fin pour aujourd'hui à cette émission. Généralement, on va avec vous jusqu'à 12h, mais pour aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons arrêter par ici. Passion Baraka, merci à vous d'être venus ce matin. On vous retrouve demain pour autre chose. Déjà demain, merci à vous Hervé, le principal. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. King Lopez, merci à vous. Merci à toi, Autorité Morale, merci à Barako, merci à la grande équipe de production de cette émission et surtout aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Très chers téléspectateurs, continuez à suivre Tous contre un parce que Tous contre un, c'est l'actualité, les analyses politiques et dans tous les domaines, mesdames et messieurs, la lutte contre le Covid continue parce que la Covid est là. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Depuis la Roachie, nous sommes de cœur avec vous. Bisous, bye. Coronavirus existe. Le virus est là. La pandémie sévit de partout dans le monde malheureusement. Mais une chose est sûre, Covid-19 a un point faible. Il n'a pas de pieds. Ensemble, privons-lui ce plaisir qu'il a de se propager en limitant nos sorties et en respectant les gestes barrières.